On avait expliqué le mécanisme interform, le principe. On les a comparés par rapport aux instructions correspondantes, les home, le sub et le and, et on a donné la différence. Alors, je rappelle brièvement que pour l'instruction de comparaison, l'instruction CMP, c'est une instruction qui prend deux arguments. Donc, un premier et un deuxième argument. Il n'y a pas forcément une destination, une source entre les deux, je dirais pourquoi. Et ce qu'elle effectue, cette instruction, c'est qu'elle fait une soustraction entre les deux arguments. Elle fait d'abord arc 1 moins arc 2, sauf que le résultat de l'opération, il n'est pas stocké dans arc 1. Donc arc 1 n'est pas une destination, il ne change pas. Donc arc 1, arc 2 ne change pas après l'instruction de comparaison. Et alors, qu'est-ce qui change? C'est les flags, c'est les drapeaux, le registre PSW qui vont se positionner selon le résultat de la soustraction et qui permettra par la suite de juger ou de connaître le rapport déjà entre arc 1 et arc 2. Donc, s'ils sont égaux, c'est que la comparaison, quand elle fera la soustraction, le résultat sera nul à la soustraction. Et automatiquement, le flag ZF sera égal à 1. Donc, on peut à partir de là connaître que les deux arguments sont égaux. Si ZF il est différent de 1, il est égal à 0, c'est que le résultat il n'est pas nul, c'est qu'ils ne sont pas égaux, c'est qu'ils sont différents. Maintenant, on peut, à travers d'autres flags, savoir est-ce que arc 1 est supérieur à arc 2, est-ce qu'il est inférieur, est-ce qu'il est supérieur ou égal, etc. etc. D'accord. Donc, comment connaître le rapport entre les deux? On va voir comment le connaître. Il y a deux instructions qui comparent les flags pour déterminer le rapport entre les deux arguments. Qui met qu'il y a une instruction de comparaison qui fait la soustraction entre deux arguments pour les comparer, ben, il y a une instruction qui s'appelle l'instruction test, qui ne fait pas la soustraction, mais qui fait le AND logique bit par bit entre les deux arguments. Donc, elle fait exactement la même chose que le AND, mais le résultat n'est pas stocké dans l'arc 1. Donc, l'arc 1 n'est pas une destination. Il ne change pas. Et c'est idem que la première instruction, c'est les flags en fait qui vont changer et qui vont nous donner l'information sur l'égalité, l'inégalité, la supériorité, l'infériorité entre arc 1 et arc 2. Et on avait donné des exemples de cours en présentiel, c'est l'utilisation tel ind ou le test. Voilà. Maintenant, quand est-ce que ces instructions sont exploitées? C'est bien évidemment quand on a des conditions à évaluer et en conséquence des blocs d'instructions à exécuter ou à ne pas exécuter. Donc, l'implémentation, les instructions complexes du genre if then else ou les instructions de branchement, les instructions de boucle, les for, les switch, voilà, les selon que, etc., etc. Et donc, une fois on connaît les deux instructions de comparaison, ben, il faut savoir que ces instructions de comparaison, elles sont faites pour pouvoir gérer les blocs de test et de boucle. Et qu'est-ce qu'on a comme des instructions pour gérer les tests et les boucles? C'est notamment les instructions de sauf l'assembleur. Alors, c'est quoi une instruction de saut? Là, ce qu'on appelle une instruction de branchement, c'est une instruction qui permet de sauter tout simplement dans le code. Donc, de se brancher quelque part le code, soit pour sauter une portion, soit pour revenir en arrière, donc pour reboucler, etc. etc. On avait l'exemple parfait, tu as le if then else, qu'on a le if la condition elle est vraie, effectivement, on fait le then et on saute le else. Alors que si la condition elle est fausse, on saute le then, on se branche le else. Donc, en fait, euh, intuitivement, les langages au niveau, on fait des sauts avec des syntaxes sans le préciser clairement. En assembleur, malheureusement, on est obligé de les spécifier, les endroits où on va sauter. Et alors, pour les instructions de saut, de branchement en assembleur, elles sont nombreuses déjà, les instructions, il n'y en a pas une, et elles ont la forme GXX. Donc, il y avait un groupe avec lequel on avait présenté les instructions de saut, un autre, je ne pense pas en avoir parlé. Donc, c'est pourquoi je préfère commencer à partir de là. Donc, toutes les instructions de saut ou de branchement, l'assembleur, elles ont la forme GXX.
sachant que le XX va changer, c'est le G qui reste fixe, et le G désigne le jump. D'accord? To jump en anglais, c'est sauter. Suivi par une destination qui est généralement le nom d'une étiquette. Alors, qu'est-ce que c'est une étiquette? C'est une étiquette, c'est tout simplement un label, enfin ce qu'on disait en français, une étiquette dans une salle, par exemple, sur la porte d'une salle, il y a une étiquette qui désigne le nom de la salle, qui désigne l'endroit dans la salle. Ça peut être même l'adresse de la salle, quoi. Sur une porte à une maison, on le retrouve sur les buildings, etc. Une étiquette ou là sur un chemin, on a des étiquettes à l'entrée pour nous donner le nom de le chemin avec, d'accord? Donc une étiquette dans un code assembleur, c'est euh, un label. Ça se définit par son nom, qui est un identifiant tout simplement, qui met l'identifiant à une variable, l'identifiant à une fonction. Là, il doit être significatif. Le nom, il est censé être suivi par 2 points. Donc le code, toute étiquette, elle est déclarée par un nom suivi par 2 points direct. Et elle est censée spécifier un endroit le code vers lequel on peut se brancher, vers lequel on peut sauter par une instruction de saut. Donc, c'est repérer un endroit le code pour éventuellement y aller plus tard avec une instruction de branchement. Un exemple très simple, c'est exemple de points. Exemple de points, un code assembleur, ça veut dire c'est une étiquette qui s'appelle exemple, d'accord? Elle est définie à cet endroit. On peut se brancher à cet endroit pour exécuter les instructions qui suivent à travers une instruction de saut là, de branchement. Donc GXX, exemple, point virgule, ça nous permet de sauter généralement vers l'étiquette. Et sauter vers une étiquette, c'est ignorer toutes les instructions qui suivent, aller directement à l'étiquette et exécuter les instructions d'Aramjin Oraha. C'est comme les appels de fonctions. Alors, quelque part dans le code, vous avez défini une fonction à travers son nom, ses paramètres, son code, etc. Et puis, plus loin dans le code, vous faites un appel à une fonction à travers son nom. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir le saut de toutes les instructions qui vont venir après l'appel. On se branche directement à la première instruction de la fonction. Et c'est exactement ce qui se passe à la manipulation des étiquettes et des instructions de saut. Ça sert à se brancher plus loin dans le code, mais alors le plus loin de l'endroit, comment on le définit? On le définit par une étiquette. On le définit par une étiquette et on y va à cette étiquette par une instruction de saut ou de branchement. Donc, je reviens sur un exemple de l'utilisation des étiquettes. Et par contre, j'ai envie de parler un petit peu des instructions de saut, les classer et on les utilisera plus tard. D'accord? Donc, sur les instructions de saut, en fait, on en a 2 catégories. Deux catégories de sauts. Ou à l'âge de catégories, il y a ce qu'on appelle les instructions de saut inconditionnelles. Ou je m'entends de saut inconditionnel, c'est des instructions de saut sans condition. C'est un saut sans condition, donc obligatoire. La seule instruction qui permet de gérer cette catégorie, c'est l'instruction GMP. Alors, il manque le U pour avoir le verbe jump, mais voilà, on l'appelle généralement l'instruction jump. C'est l'instruction GMP qui fait un saut inconditionnel. Et ce qu'on vous dit, c'est que lorsque le processeur exécute une telle instruction, donc GMP suivi par éthique, ben, le processeur saute automatiquement toutes les instructions suivantes. Il se branche obligatoirement, de façon inconditionnelle, à l'instruction qui suit l'étiquette de point. Donc, quelque part dans le code, il doit y avoir l'étiquette déclarée, donc déclarée avec son nom suivi par 2 points, dans le segment code, bien sûr. Et le processeur, quand il rencontre l'instruction GMP éthique, il doit sauter toutes les instructions et aller directement à l'instruction qui suit éthique de point. Ce qu'on appelle un saut inconditionnel.
Il y a par contre plusieurs sauts conditionnels. Ça, on va les discuter plus tard. C'est une panoplie d'instructions qui ont bien sûr toute la syntaxe G quelque chose. Le quelque chose, en fait, a forcément une signification qui met le G désigne le lieu. Le reste a une signification sur lequel on va revenir tout de suite. Un exemple pour illustrer clairement ce que je suis en train de dire, c'est que voilà, pour l'instruction jump par exemple, la syntaxe de on a c'est jump une étiquette point virgule. Un exemple d'utilisation de cette instruction et même la déclaration des étiquettes, c'est l'exemple suivant. J'ai mis un exemple dans lequel on commence par un jump début bloc point virgule. Donc, si je trouve début bloc après un jump, c'est que je dois tout de suite comprendre que début bloc, c'est une étiquette qui devrait être déclarée quelque part dans le code, suivie par deux points. Et ça permet de plus ou moins mentionner un endroit dans le code vers lequel on peut se brancher. Donc, jump début bloc. Et on sait ce que ça fait, jump début bloc, c'est sauter obligatoirement vers l'instruction qui suit début bloc. Un des instructions 1, un des instructions 2, un certain nombre d'instructions. Après le code, j'ai l'étiquette début bloc de points. Donc, ça, c'est l'instruction, c'est la déclaration de l'étiquette début bloc. Après début bloc, j'ai instruction 3 et puis un certain nombre d'autres instructions. Et pratiquement, plus ou moins à la fin, j'ai encore un jump début bloc. Eh bien, sachez que dans un code pareil, j'ai la déclaration telle étiquette, j'ai plusieurs utilisations telle étiquette à travers l'instruction jump. Ça, c'est des choses qui sont autorisées. Par contre, je ne peux pas déclarer la même étiquette plusieurs fois. Je peux l'utiliser plusieurs fois, qui mettent les fonctions. Je peux l'appeler d'une fonction, la somme, je peux l'appeler de la fonction produit, je peux l'appeler de la fonction, je sais quoi, polynôme, etc., etc. Donc, l'utilisation de l'étiquette, elle peut se faire de plusieurs endroits, mais la déclaration de l'étiquette, elle doit se faire à un seul endroit déjà. Il faut comprendre. Maintenant, quand on passe à l'exécution de cet exemple, en fait, c'est que pour le processeur, à la rencontre de la première instruction jump, il est en train d'exécuter son code, il arrive au premier jump début bloc, automatiquement, il va se brancher à l'instruction qui suit l'étiquette début bloc. Donc, réellement, il va sauter instruction 1, il va sauter instruction 2, et toutes les instructions qui sont entre le jump et début bloc. Et la première instruction qu'il va exécuter après le jump, c'est instruction 3. D'accord? Donc, il y a un saut dans le code vers l'étiquette, et donc le processeur sera amené à exécuter l'instruction qui suit l'étiquette, l'instruction 3. Maintenant, en exécutant l'instruction 3 et toutes les instructions qui s'en suivent, il va encore rencontrer le deuxième jump début bloc. Et le jump début bloc, il est après l'étiquette, ce qui va obliger le processeur de se rebrancher à début bloc, donc de revenir en arrière ou la reboucler et exécuter encore l'instruction qui suit l'étiquette début bloc, il y a l'instruction 3 toujours. Donc, faites l'exemple. Vous avez une façon de sauter des étiquettes pour se brancher pardon, sauter des instructions pour se brancher à une étiquette, c'est le premier jump. C'est quand le jump il est avant la déclaration de l'étiquette, et ça, c'est tout à fait possible en assembleur, c'est-à-dire qu'on peut déclarer l'étiquette plus tard et l'utiliser avant. D'accord? Et ça fait un saut dans le code. On peut par contre déclarer l'étiquette et l'exploiter après avec un jump, et ça fait une boucle, ça fait l'effet d'une boucle, puisque les instructions 3 et ce qu'on suit sont pratiquement dans l'exemple exécutées, et à un moment donné elles sont réexécutées à l'âge parce qu'il y a un jump début bloc qui nous fait revenir à l'étiquette et donc réexécuter toutes les instructions qui sont entre début bloc et jump début bloc. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair. Donc, par contre, dans l'exemple, ce qu'il faut constater, c'est que il y a une boucle qui se termine jamais. C'est laquelle?
Début bloc, instruction 3, jump début bloc. Rendez bloc j'ai fait. C'est lequel des jumps au Brazil? Hein? L'autre. La dernière, voilà. Le dernier jump, ça fait reboucler vers début bloc. Donc, réexécuter l'instruction 3, ce qui s'ensuit. Et à un moment donné, on a encore le jump début bloc qui va nous faire revenir en arrière. Donc, le can le bloc, il fait une boucle infinie, puisque à chaque fois, on reboucle, on reboucle, on reboucle, on reboucle. Et donc, dans un code pareil, ce qu'il devrait y avoir, c'est que il faudrait une flèche qui nous fait sortir de ce bloc. Ça peut se faire. Bon, là, on n'a pas donné toutes les instructions. On ne peut pas dire que c'est forcément une boucle infinie, mais c'est une boucle infinie jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à la présence d'une instruction de saut à l'intérieur de ce bloc, c'est-à-dire un jump qui nous fait sortir pour y aller ailleurs. À ce moment-là, la boucle, elle sera cassée et donc elle devient plus infinie. Monsieur, Oui, il ne va pas revenir à l'instruction init 2. non. Là, il n'y a aucun moyen de revenir à init 2, ni à init 1. Parce que, si tu veux, il n'y a pas une étiquette avant eux, il y a pas une spécification de l'endroit de cette instruction pour pouvoir se rebrancher les HA directement. Les instructions de branchement utilisent des étiquettes. Si, par besoin, quelque part le code, que tu reviennes à l'exécution de l'instruction 2 et pas à l'instruction 1, tu déclares une étiquette entre les deux. Et dès que tu reviens à l'étiquette 1, il faut que tu déclares une étiquette avant l'étiquette 1. Avant l'instruction 1, pardon. Et ainsi de suite. Donc le but, c'est la déclaration des étiquettes, c'est ça, c'est repérer des endroits le code pour pouvoir y revenir plus tard ou se brancher plus tard. D'accord? D'accord, merci, monsieur. On vient de voir le fonctionnement de la déclaration des étiquettes et l'exploitation l'utilisation avec les instructions de branchement inconditionnelles, le jump. Mais j'avais dit qu'il y a des instructions qui sont des instructions de branchement, mais conditionnelles. Conditionnelles, ou je le saut vers l'étiquette ne se fera que si une condition est vraie, que si une certaine condition est satisfaite. Alors, comme il y a plusieurs conditions que généralement on tente de tester, est-ce que les paramètres sont égaux? Est-ce que vous vous rappelez la comparaison, le test font généralement une comparaison en faisant la soustraction, le 1 en positionnant les flags, mais généralement après comparer deux arguments, on cherche à savoir qu'est-ce qui est supérieur, qu'est-ce qui est inférieur, qu'est-ce qu'ils sont égaux, ils ne sont pas égaux les deux arguments. Donc là, on est en train de chercher à connaître l'état d'un certain nombre de flags ou d'un rapport entre les deux arguments pour ensuite faire éventuellement un saut à une partie du code pour pouvoir exécuter ce qu'on veut. Et alors, les instructions de branchement qu'on appelle les instructions de branchement conditionnelles, qui se basent sur les flags, pour décider d'une certaine condition, pour ensuite se dire est-ce que le branchement ou le saut va se faire ou il ne va pas se faire. Et alors, les instructions de branchement conditionnel sont nombreuses. Chaque instruction correspond à une certaine condition. Avec le groupe, j'avais commencé, j'avais précisé 4 premières instructions. Les HOMA, l'instruction GA, GB, GG, le G garçon, et le GL. On a le GA, c'est le Jump If Above. Donc, c'est un saut si c'est supérieur. Et vous avez la signification en français. Un saut si c'est supérieur. Et ça vient du Jump If Above. Si on rajoute le E à la fin, c'est un Jump If Above or Equal. Donc, c'est un jump, c'est un saut, c'est supérieur ou égal. Et quand est-ce
les GA et les GAE sont utilisés, c'est quand l'instruction d'avant n'a pas généré d'empreinte, le CF est égal à 0, pour faire la soustraction entre les deux. Donc la supériorité stricte, c'est que le Z est égal à 0, c'est qu'il n'y a pas une égalité, parce qu'on sait que quand les deux arguments sont égaux, qu'il y a une soustraction entre les deux qui se fait, c'est que le résultat devient nul et le ZF devient égal à 1. Donc la supériorité stricte, elle s'exprime par une non-empreinte et un ZF égal à 0, suite bien sûr à une soustraction entre deux arguments. Par contre, la supériorité ou égale, on enlève le 4 à le ZF, parce que ce soit le ZF il est égal à 0 ou égal à 1, quand il est égal à 1, c'est que c'est égaux les deux arguments. Maintenant, quand le CF est égal à 0, c'est qu'on n'a pas fait d'empreinte pour réaliser une soustraction. Et quand on ne réalise pas une empreinte, c'est que le premier argument est supérieur au second pour pouvoir réaliser la soustraction. Donc, si je peux avancer, c'est que, voilà, on a des instructions de branchement conditionnelles de la forme GXX suivie par une étiquette. Le XX, maintenant, sur les instructions de branchement conditionnel, a forcément un sens. Donc, le A, c'est pour dire above, pour tester la supériorité. Le B, c'est pour dire below, c'est pour tester l'infériorité. Donc, un GB étiquette, ça veut dire se brancher à l'étiquette si c'est inférieur. GB or equal, jump if below or equal, c'est un jump si inférieur ou égal. On a les étiquettes, les instructions GG et GL, c'est pour greater, donc c'est supérieur, ou lower, ou lesser, pardon. Jump if lesser or equal, ou jump if lesser. Donc, on a les extensions GG, GGE, GL, GLE pour tester la supériorité et pour tester l'infériorité, ou la supériorité égale, l'infériorité égale. Alors, c'est quoi la différence entre les GAGB et GGGL? C'est que les GAGB sont utilisés généralement pour les opérations signées et les GGGL sont utilisés pour les opérations non signées. Je continue d'avancer. Donc, on a la supériorité égale, l'infériorité égale. On a l'égalité et l'inégalité. Généralement, on cherche à savoir est-ce que deux paramètres sont égaux ou ne sont pas égaux. Et alors, suite à leur comparaison, on peut utiliser les instructions de branchement conditionnel GE et GNE. GE étiquette, c'est une instruction qui fait un jump if equal. Si c'est égal. Et ça vient bien sûr après une comparaison, c'est-à-dire qu'on compare deux arguments, on va utiliser le GE pour dire si c'est égal, on saute vers l'étiquette. Le GNE, c'est la négation de l'égalité, bien sûr. Donc, jump GNE étiquette, c'est un jump if not equal. C'est un saut s'il n'y a pas d'égalité entre les deux arguments. Donc ça, c'est généralement les instructions qu'on rencontre assez souvent pour tester l'inégalité ou l'égalité entre deux arguments. On a d'autres tests qu'on peut effectuer qui met le GC, le GO, le GP, le GS, هادو كامل, c'est des tests sur les flags. Le GC, c'est un test sur le flag CF. Est-ce que le CF est égal à 1 ou est-ce qu'il est égal à 0? Jump GC une étiquette, ça fait un saut vers l'étiquette si le CF est égal à 1. Si le CF est égal à 0, ça ne fait pas de saut. D'accord? C'est des sauts conditionnels. Si la condition elle est vérifiée, il y a le saut. Si la condition n'est pas vérifiée, il n'y a pas de saut. Et quand il n'y a pas de saut, ça revient à exécuter juste les instructions qui suivent. D'accord? Et je vais vous donner des exemples juste après. Kima, on peut tester le flag CF. Kima, on peut tester le flag OF, le overflow avec le GO. Et donc, on a le GNO également pour tester la négation de l'overflow, parce que le overflow il est égal à 0 pour faire le branchement. Le GP, le GNP, le GS, le GNS, d'accord? C'est toujours
tester la valeur de le flag et en conséquence, sauter ou ne pas sauter vers l'étiquette. Alors, je vais vous... Je vais détailler juste un point. J'étais en train de préparer les exemples tout à l'heure, mais je les ai pas, bon, je l'ai pas terminé. Donc, je peux vous... Un exemple à l'instruction, alors, l'instruction GE. Je prends le GE étiquette. L'exemple, je fais un GE début bloc. On compare entre arc 1 arc 2. Et je vais effacer tout ça juste pour rester sur. C'est un saut conditionnel. OK. Donc, juste pour illustrer le fonctionnement, tu as une instruction de saut conditionnel, parce qu'on avait fait des sauts inconditionnels. Alors, je prends une des instructions de saut conditionnel. Je prends l'exemple à l'instruction GE. On a GE, la syntaxe de c'est quoi? C'est GE, une certaine étiquette. Et le principe de GE étiquette, ou toute autre instruction de saut conditionnel, c'est que si la condition souhaitée, donc l'égalité entre les deux arguments, elle est vérifiée, il y a un saut vers l'étiquette. D'accord? Ici, la condition n'est pas vérifiée, il n'y a pas de saut vers l'étiquette. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de saut? Il y a une exécution séquentielle. D'accord? Donc là, on est sur des sauts conditionnels. Quand la condition est vraie, il y a le saut. Quand la condition n'est pas vraie, il n'y a pas de saut. Donc il y a automatiquement une exécution séquentielle. Alors, ce que je peux dire comme une remarque très importante à ce moment-là, c'est que l'instruction GE n'intervient qu'après, où là, les instructions de comparaison conditionnelles, elles sont toutes, n'interviennent qu'après une certaine comparaison, un certain test. D'accord? Donc, on compare pour savoir le rapport entre deux arguments pour pouvoir se dire est-ce qu'on se branche ou on se branche pas. Voilà. Donc, un exemple entre vos mains, vous le regardez et on va le décortiquer tout de suite. Quand est-ce qu'on se branche à début bloc, quand est-ce qu'on ne se branche pas, etc., etc. D'accord? Je reviens dans 2 minutes. سمحوا لي دقيقة برك.
Rebonjour, je suis désolé, je t'ai appelé au téléphone. Je devais à un moment donné rappeler. Ok, on peut reprendre. Donc, on était face à l'exemple de l'utilisation de l'instruction GE. Euh, on a des instructions de branche conditionnelles, que ce soit GE, GNE, GA, GAE, etc. Toutes les instructions qu'on vient de voir et sur lesquelles on va revenir forcément, bien sûr, plus tard, c'est des instructions qui viennent après en comparaison d'un test. C'est-à-dire, on compare deux arguments. On bad, on teste une certaine condition, l'égalité, l'inégalité, la supériorité, l'infériorité. Ben, je teste une instruction de sous-conditionnelle. Donc, ainsi, dans mon exemple, je mets comparaison arc 1, arc 2, c'est que je cherche à savoir quel est le rapport entre les deux. Et en mettant un GE début bloc, c'est une instruction qui va vous dire quoi? Elle va vous dire deux choses, puisque c'est un branchement conditionnel. Si la condition d'égalité entre arc 1 et arc 2 est réalisée, se brancher à début bloc. D'accord? Donc, faire un saut vers l'étiquette début bloc. Sinon, on ne fait rien. Donc, si je prends pour exemple arc 1 égale à une certaine valeur et que l'égalité elle est satisfaite, si l'égalité elle est satisfaite, le saut il est lié. Donc, je mettrai quelque chose dans les slides, genre excusez-moi. Donc, si je suppose que les deux arguments sont égaux, non, Monsieur, madame, monsieur, il y a une question في الشات. je reviens sur la question. Oui, monsieur. Je suppose que l'argument 1 est égal à une certaine valeur qui est la même que la valeur de l'argument 2, c'est que le GE début bloc va, en testant l'égalité entre les deux arguments, l'égalité elle est liée, et donc le branchement est lié. Et donc l'instruction qui sera exécutée après le GE début bloc, c'est laquelle? Instruction 3. 3. Puisque l'égalité est liée, le branchement est lié, et donc l'instruction qui va être suivie après le GE début bloc, ce sera instruction 3. Par contre, avec le même exemple, en partant d'une configuration Win, les arguments ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire arc 1 est égal à 8, arc 2 est égal à 5, GE début bloc. Donc, il va tester l'égalité entre les deux arguments, va trouver que les deux arguments ne sont pas égaux. Du coup, il n'y a pas de saut. Et quand il n'y a pas de saut à début bloc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Quelle est la prochaine instruction qui va suivre le GE? La première. C'est celle qui vient juste après automatiquement. C'est-à-dire que les instructions de branchement conditionnel, les instructions de branchement conditionnel, quand la condition est liée, elle est vérifiée, le saut, il se fait. Quand la condition n'y est pas, donc elle n'est pas vérifiée, le saut ne se fait pas, et donc c'est une exécution séquentielle automatiquement qui va se faire. Le saut ne se fait pas, c'est une exécution séquentielle. Je reviens vers les questions. العربة العربة اليوم اللي ميات ما درتيش بزاف العربة كانت كتبي. C'est quoi la différence entre GA ou GG et pourquoi dans GL on n'a pas mis le Z égale à 0? Alors,
Euh, alors, je pense que c'est des détails concernant les flags. Je reviens sur les slides. Très bien. Ok. Et je reviens sur ta question parallèle arabe. Différence entre le GA et le GG. Alors, quand tu regardes les deux instructions GA ou GG, le GA te teste est-ce que c'est un jump if above, donc c'est la supériorité. Le GG, kiff kiff, c'est un test de supériorité. Sauf que un des deux fait intervenir le signe, l'autre il ne fait pas intervenir le signe. Le GA ou le GB, généralement, on les utilise les valeurs non signées. C'est-à-dire l'opération n'est pas signée. Le GG et le GL, nous utilisons beaucoup plus là où les valeurs sont signées. Donc, les programmes que tu vas coder, c'est à toi de voir. Si tu manipules des indices, par exemple, tu manipules des indices, les indices, ما راحش يكونوا signés, ما راحش يكون عندهم un signe généralement, parce que tu vas les initialiser à zéro, tu vas les incrémenter. ما راحش يكون عندك des signes négatifs, ما تحقيش les comparaisons signées. تقدري تستعملي جي A ou G. Mais ça, c'est-à-dire que quitte تستعملي GG ou GL et que tu es sur la plage positive, ça ne te pose aucun problème. C'est là où, quand le bit de poids fort passe à 1, que la comparaison va être faussée. D'accord. Donc, la partie GAGB, c'est pour les valeurs non signées. Pour les GGGL, c'est pour les valeurs signées. Maintenant, la deuxième partie à la question, et pourquoi dans GL, on n'a pas mis un ZF égal à 0? Voilà, c'est par rapport à ça. C'est parce que euh, pour le GL, parce que remarque, le signe, c'est un problème. Tu risques d'avoir un, bon, le 1, 0, 0, 0 entièrement, c'est pas le 0. Je peux pas te dire est-ce que, parce que le tableau vient de la documentation officielle, t'as l'assembleur. Et c'est la signification. Donc le GL, c'est quand le signe il est différent de 0. Le GL, voilà, c'est quand le signe est différent de 0, c'est quand le signe il est égal à 1. Et le résultat, c'est qu'on est sur une plage négative. On pourra savoir que le premier, il est inférieur au second. C'est clair. Maintenant, est-ce que le ZF, quand le ZF, il est. Je pense que ça n'a aucun sens de mettre le ZF égal à différentes zéros. C'est un et, mais c'est forcément, quand le signe il est différent de 0, c'est que le dernier bit, il est à 1, c'est que forcément le ZF, il est forcément différent le ZF, il est forcément différent de 1. Il est forcément égal à 0. Tu es d'accord avec moi là-bas? Parce que le ZF, est-ce que le résultat il est égal à 0 ou pas? Mais quand le signe TAC il est différent de 0, c'est-à-dire que le bit de poids fort il déjà 1. Le résultat est différent, c'est sûr. D'accord. Donc c'est forcément le ZF est différent de 0. Enfin, égal à 0. Donc là, ok, là. Euh, voilà, ce que je voulais dire, c'est que, bon, voilà, l'exemple, il est pour l'instruction GE, mais c'est le même principe pour toutes les instructions de branchement conditionnel. Quelle que soit l'instruction de branchement conditionnel, elle vérifie une certaine condition. Donc, quitte tu fais l'instruction, pour la condition qu'elle est en train de faire. Ou si vous voulez chercher une certaine condition, il va falloir savoir quelle instruction est utilisée. En conséquence, donc si la condition elle est vérifiée, il y a un saut. Quand la condition n'est pas vérifiée, le saut ne se fait pas, et donc automatiquement, il y aura l'exécution séquentielle des instructions. Et donc, le cours, j'avais mis un certain nombre de slides pour illustrer l'utilisation des instructions de saut conditionnel et éventuellement inconditionnel parfois.
à travers des petits exemples, augmentés au fur et à mesure pour vous faire comprendre plus ou moins voilà, comment on écrit ainsi sinon, une certaine boucle, les instructions dessous, conditionnelles et inconditionnelles. Donc, si je me mets par exemple dans l'exemple, le si A est égal à B, alors I1, donc I1 c'est une instruction 1, et je termine mon fin de si. Cette l'instruction, elle est complexe. Et il va falloir, en la traduisant en assembleur, la découper en instructions élémentaires. Donc, comme le A égale à B, bon, je ne me mets pas la syntaxe C forcément parce que il va falloir mettre les deux égales si c'est une condition, sinon ce sera considéré comme une affectation. Ce n'est pas une affectation, c'est juste une comparaison, donc une condition. Si elle est vraie, et 1 est exécuté. Si elle est fausse, et 1 n'est pas exécuté. C'est ça ce que je veux écrire en assembleur. Donc, je peux faire une comparaison entre le A ou le B à condition, rappelez-vous, la comparaison, le test. Si je dois comparer deux arguments, si j'ai les mêmes conditions que le move, que le add, il faut que les deux arguments ne soient pas des zones mémoire toutes les deux. Donc, si le A ou le B, ce sont des variables, j'ai un repose Monsieur, sur un programme assembleur. monsieur, on vous entend pas. Monsieur, Oui, pouvez-vous répéter? La leçon. Le son est trop tard. ما باش وين حبست mais est-ce que le slide تاع les exemples j'avais commencé avec Oui, Oui, quand j'étais en oui. train de parler. oui. Faut mettre l'exemple normal. Allô? Oui, monsieur. On vous Allô, entend, allô? monsieur. Oui, monsieur. بغزيلة كي كنت نهضر est-ce que le slide تاع les exemples je l'avais entamé déjà. Oui, oui, quand tu fais l'exemple de mettre. Allô? Non, il était fait l'exemple 1. Oui, il a commencé le premier exemple. Je sais pas Allô? si vous arrivez à m'entendre. Oui. Oui, on vous entend. Que mettre l'exemple 1 normalement. D'accord. Non, monsieur. D'accord. Bien. Quel mec Miloche? نعم. ما كملتوش Vous monsieur. n'avez pas terminé l'exemple 1. لا ما كملتوش non ça fait à peine entamé. Oui. Je répète. D'accord. Donc, on disait que, bon, l'exemple, le but, c'était de comparer le A ou le B. S'ils sont égaux, on exécute le E1. S'ils ne sont pas égaux, c'est qu'il faut sortir complètement. Et donc, en traduisant tout ça en assembleur, on doit faire une comparaison entre le A ou le B, sauf qu'on ne peut pas faire ça entre deux variables mémoire. Donc, on doit au moins ramener une variable dans un registre. Au moins, je dis au moins, parce qu'on peut récupérer les deux. On peut récupérer le A dans AX, le B dans BX et comparer le AX ou le BX. Comme on peut optimiser en termes d'utilisation de registre, récupérer juste le A dans un registre AX et comparer à ce moment-là le AX ou le B. Et faites très attention quant à la comparaison parce qu'il faut garder le même ordre
que ce qu'il y a sur les instructions voulues. Donc, on compare le A à B. Il faut comparer le AX à B, et non pas le B à AX. D'accord, il ne faut pas changer l'ordre. Maintenant que le AX et le B sont comparés, ben, on a la possibilité de tester avec le GE, de tester avec le GNE. Ce qui est sûr, c'est que comme on va faire une instruction de branchement conditionnel, c'est qu'on aura forcément besoin des étiquettes. Et on s'est déclaré des étiquettes sur le code. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Est-ce qu'il faut utiliser le GE ou est-ce qu'il faut utiliser le GNE? D'après le code, on sait, il faut comparer l'égalité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que C, on compare l'égalité pour exécuter ce qui suit. C'est quand ils sont différents qu'on va sauter à la fin. Ça, oh là là. On sort de si, donc on ne fait pas le alors, c'est quand la condition, elle est fausse, mais elle est vraie. Quand elle est vraie, on exécute. Et quand elle est fausse, on sort. L'assembleur, ce qu'on a entre nos mains, c'est des instructions de saut. On cherche à savoir quand est-ce qu'on saute pour bien écrire les conditions théoriques. Du coup, en comparant AX à B, je peux écrire si c'est égal, on saute, mais si c'est égal, on n'a pas à sauter, on exécute. C'est quand elles sont différentes, les arguments, qu'on doit sauter. Donc, automatiquement, de préférence, on utilise le GNE, c'est-à-dire la négation à la condition, pour se dire, si la condition elle est fausse, je vais vers une étiquette qui s'appelle fin SI. Donc, je garde la même appellation que ce que j'ai fait. J'y vais, j'ai not equal, jump if not equal, vers fin de SI. Donc, si c'est pas égal, on saute vers la fin de SI. Sinon, on exécute le I1 et on continue à exécuter la suite. On a une étiquette, il s'exécute, normal. D'accord? Donc, automatiquement, il y a la suite à code. Et donc, quand on regarde à travers l'exemple, quand on convertit généralement les conditions, mais c'est l'assembleur, on cherche plutôt à tester la négation de ce qui est écrit ici, souvent, mais chez tous les cas, parce que quand la condition elle est fausse, qu'on va devoir sauter, quand elle est vraie, on fait directement ce qui en est après. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le deuxième exemple, je prends la même structure. Si un A égale à B, alors j'exécute I1. Sinon, j'exécute I2. Et ensuite, j'ai la fin de mon si. Si je cherche à la traduire, bon, j'aurai la même réflexion. Je ne peux pas comparer A ou B directement. Donc, je dois récupérer mes variables dans des registres. Parce que comparer, ça ne peut pas s'appliquer à deux variables mémoire. C'est deux transferts mémoire à deux adresses différentes, ce que le processeur n'est pas capable de faire, 8036 n'est pas capable de faire. Donc, on compare AX à B. En bas, je me dis, si c'est égal, j'exécute le I1 qui va venir en premier, mais ce que je cherche, c'est écrire quelque chose qui va me faire sauter dans le cas où la condition elle est fausse pour y aller à I2. Et quand la condition elle est vraie, ben je continue d'exécuter ce qui s'ensuit. Du coup, je remplace l'égalité par l'inégalité. Je fais, si c'est différent, si le A est différent de B, alors je saute vers sinon. Et je peux l'écrire avec un GNE, sinon. C'est différent, not equal, d'accord? Jump if not equal, entre le A ou le B, je saute vers sinon. J'écris mon étiquette sinon 2 points quelque part. Donc, si je saute pas vers sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas l'inégalité, je n'ai pas la différence. Si je n'ai pas la différence, c'est que j'ai l'égalité entre les deux. Quitte qu'on a l'égalité, je fais I1. D'accord? Donc, j'ai un E sinon. إذا ما رحتش sinon, c'est que forcément, راني في l'égalité, et je peux écrire à ce moment-là le I1. Le problème, c'est que quand j'exécute le I1, il ne faut pas que j'exécute le I2. Donc, غير نكمل le I1. Il faut que je sors de façon inconditionnelle vers la fin de SI. Parce que le jump fin de SI mais qu'est-ce qui se passe?
عندي GNE sinon. Donc, si c'est différent, on va le sinon. Si c'est pas différent, on va exécuter le I1. Qui n'exécute le I1, ben, sans instruction de saut conditionnel ou inconditionnel, comme exécuter la suite. Donc, n'exécuter le I1, on zid نلقى l'étiquette sinon, on zid n'exécuter le I2, on خرج. Et alors que là, c'est un C exclusif, soit le I1, soit le I2. Ça ne peut pas être les deux. Automatiquement, après l'exécution de l'I1, on est obligé de rajouter un saut inconditionnel vers la fin de le C. Comme ça oblige le processeur à ce que quand il teste l'inégalité GNE sinon, il est différent. Allahumma barik, il va exécuter l'étiquette sinon, exécuter l'I2 ou il خرج. Très bien. Mais il n'est pas différent في GNE sinon. Donc il est égaux, il va exécuter l'I1. Mais qui exécute l'I1, mais nous allons exécuter l'I2 après. Donc, automatiquement, on va l'obliger à y aller à la fin de C. Avec quoi? Avec un saut inconditionnel. Là, c'est un jump. C'est un GMP fin de C. D'accord? La même chose, on peut l'étendre, mais à ce moment-là, c'est pour faire des boucles. Donc, qui تكون عندي une boucle genre tant que A est inférieur ou égal à B, j'exécute le I1 en boucle. Ça revient bien évidemment à comparer le A ou le B. En récupérant le A dans le AX, je peux récupérer, comparer le A ou le B. L'idée, c'est la même chose. C'est qu'au lieu de se dire, est-ce que je vais chercher à comparer, est-ce que le A est inférieur à B? Parce que le cas de comparer le A inférieur à B, c'est lesser or equal. Quand je compare le A à B, j'aurai deux comparaisons à faire. Soit lesser or equal, LE, GLE, ça me permet de tester l'infériorité au égal, lesser or equal, ou là, le below or equal, GB or equal. Mais, le cas de tester home, c'est pour dire j'exécute le I1. Alors, je ne cherche pas à se dire, écoute, quelle est la condition qui me permet d'exécuter le I1? L'assembleur, on cherche toujours à savoir quelle est la condition qui me permet de sauter. Le temps que quelle est la condition qui me permet de sauter, c'est exactement chercher à savoir quelle est la condition qui me permet de sortir de ton queue. Et si je ne sors pas de ton queue, c'est que forcément je vais exécuter ce qu'il y a à l'intérieur de ton queue. Et quelle est la condition qui me permet de sortir de ton queue? C'est est-ce que le A est supérieur strictement à B? Et je peux l'avoir avec deux instructions, soit le GA, soit le GG, soit le jump if above, soit le jump if greater. D'accord? Donc, sur des valeurs signées, نستعملوا le greater, sinon نستعملوا le above. Et donc, du coup, la négation telle A inférieur ou égal à B, pour se dire quand est-ce que je sors de ton queue, c'est A supérieur strictement à B, ça se traduit par un GA. Jump if above. Et du coup, après une comparaison, juste après la comparaison, je peux me dire GA fin de ton queue, c'est-à-dire si le cas, si le A est supérieur à B, je vais automatiquement vers la fin de ton queue. S'il n'y a pas le saut conditionnel, c'est qu'il y a une exécution séquentielle. Idem cache le saut vers la fin de ton queue, c'est que le A n'est pas supérieur strictement à B, c'est que forcément le A il est inférieur ou égal à B. À ce moment-là, j'exécute le I1 et je reboucle. Donc, j'exécute le I1. C'est quoi? C'est I1. Je reboucle. C'est un jump, un rebouclé sans condition. C'est un jump vers une étiquette, vers le début. Qui m'a rappelé le premier exemple d'un début de bloc. Je fais un jump vers le début, sachant que, donc, vérif, c'est tout au début de la récupération de les valeurs pour revérifier, pour recomparer le A ou le B et retester est-ce que le A est supérieur à B pour sortir ou il est toujours inférieur ou égal pour exécuter le I1. Donc, une fois le I1 exécuté, toujours reboucler, revenir au début pour refaire la comparaison. Donc, le vérif n'a qu'un les autres cas parce que c'était des instructions machines de boucle. Une fois on repasse à des instructions de boucle, c'est que forcément, on a des sauts
conditionnel ou inconditionnel vers une étiquette qui est déclarée avant. Donc là, c'est un saut conditionnel, pardon, inconditionnel vers vérif. Et c'est suite à la comparaison qu'on saura. Est-ce qu'on sort de tant que ou on ne sort pas? D'accord? Donc, si on sort, si on ne sort pas, on exécute les instructions tant que et on reboucle à la vérification. Oui, J'ai une question. نعم يحيى. Pour le jump, on ne l'a pas utilisé, Felsé. Pardon? On ne l'a pas utilisé, Fadik, l'égalité. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour l'égalité? L'exemple 1, on n'a pas utilisé genre le jump, genre on a dit directement fin de C. Est-ce qu'ici on a utilisé le jump juste parce que il y a le vérifié? علاش استعملنا le GMP, c'est ça? Oui. علاش استعملنا le GMP? Parce que c'est une boucle. On est obligé de revenir en arrière. D'accord? من قبل, le si, على بالك comment ça s'exécute? Le si la condition elle est vraie, tu exécutes, sinon tu sors et tu vas vers l'avant. Tu continues à exécuter les instructions suivantes. Par contre, في la boucle, ال لازم تقعد تكزيكوتا شغل نكزيكوتيو ال 1 ونعاودو نولو نكزيكوتيو ال 1 ونعاودو نولو. Si tu veux, je sais pas si je pourrais te faire un prépa bark. Bon, après, il faut que je la retire, pas que j'oublie. Écoute, c'est pas quelque chose qui ressemble à l'exemple 3, mais je vais enlever ça. Je reprends les slides. Un exemple, là, juste pour vous faire comprendre le mécanisme. Un des vérifs de points, un des I1, un des jump vérif. Hadi, ça revient à quoi, Etihya? Etihya vient me poser la question. Oui, je suis là. Hadi, c'est une boucle infinie. Parce que vérif de points, c'est une étiquette. Le processeur, bon, راح يدير والو في une étiquette. Il sait برك بلي هذا c'est un endroit auquel il peut se brancher plus tard. L'exécuter I1, l'instruction 1, juste après il a jump vérif, راح يعاود يولي de façon inconditionnelle à vérif. ويعاود يقعد يكزيكوتي في ال I1. Eh, mais يحبش. هذه voilà, هذه c'est une boucle infinie. Maintenant, si on veut pas faire une boucle infinie, donc il va falloir mettre une condition, c'est que tout simplement, باش تقدر يدير une condition, c'est que tu mets ta condition avant, comparer la condition تاعك, tu te dis si ma condition elle est fausse, qui m'a fait le temps que si ma condition elle est fausse, c'est que je sors complètement. Très bien. هذيك فاش نكتبها. Je compare mes deux arguments, je teste la négation de ma condition. J'ai une condition d'infériorité égale, la négation c'est la supériorité stricte. Je me dis, si c'est supérieur strictement, je sors. D'accord? Donc, j'ai à sortir. Une étiquette sortir, ou la fin de temps que de points, pour sortir quand le A est supérieur strictement à B. Quand le A n'est pas supérieur strictement à B, le branchement, c'est que je suis sur la négation, c'est que je suis sur le A inférieur ou égal à B. Là, le processeur exécuter les instructions le temps que, une à une, qui je suis obligé de le renvoyer l'elfort, puisque c'est une boucle, باش يعاود vérifier est-ce que la condition elle est toujours vraie باش يكمل boucler sur le I1 ou la condition elle devient fausse et يخرج complètement. D'accord? Donc le jump vérif qu'il est mis tout simplement pour renvoyer le processeur au début pour revérifier la comparaison entre le A ou le B, réévaluer la condition et reboucler tout simplement. D'accord? D'accord, monsieur, c'est clair. Je vous remercie. Monsieur, on utilise toujours vérif pour relancer la vérification ou bien on peut utiliser autre chose?
Genre, c'est une constante qui change ou... Généralement, c'est des sauts inconditionnels. C'est rebouclé. Alors, généralement, parce qu'après, ça dépend. À travers les exemples, je suis en train. Mais Thomas, vous devez d'abord, entre le C et l'assembleur, vous devez d'abord faire la sémantique. Qui fait l'instruction s'exécute. Qui fait راح تندار. Je compare A à B. Si c'est inférieur, on exécute l'I1. Quand est-ce que je dois sauter? Toujours quand est-ce que je dois sauter? J'ai une condition à vérifier. Oui, j'ai les arguments. Mais quand est-ce que je dois sauter? Qui met après l'I1, je saute le début dans tous les cas. Quel que soit le cas, laisse-moi le fort, je vais vérifier. Quand c'est dans tous les cas, c'est un jump. GMP, c'est un saut inconditionnel. C'est dans tous les cas, je saute. Quand ce n'est pas dans tous les cas, c'est suite à une condition, il faut savoir quand est-ce que je saute et quand est-ce que je ne saute pas. Genre, le mot vérif, on l'utilise à chaque fois. Genre, c'est le même qu'on utilise. Pardon, Aït Bachir? Le mot, Le move, le mot vérif, genre, on l'utilise à chaque fois, c'est le même. je n'ai pas compris. Ton frère, Abarka, les bas, je crois qu'il parle. Alors, dire, c'est quoi ta question, Yahya? Sinon, tu me l'écris rapidement. Et Pour Tihia. Je n'ai pas entendu. Repose-moi ta question, Yahya. C'est pas moi, c'est Eik Bachir maintenant. Bachir, pardon. Mais la première question, je ne l'ai pas entendue non plus. Hein. Ok, sinon tu reviens après. Je vais peut-être jeter un coup d'œil sur les questions. Non, vérif, c'est le nom de l'étiquette. راني كاتبها الفوق كاع étiquette vérif de points. Les étiquettes سميهم كيما حبيتي. سميهم برك دو فاسون سينيفيكاتيف باش تقدر يتفاعل عليهم. هذا ما كان في la programmation, c'est comme les variables, comme les noms les fonctions et tout. On ne peut pas appeler une variable var وما على بالناش qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle comptabilise le nombre d'occurrences, ou est-ce qu'elle fait la somme, ou est-ce que c'est qui m'a les fonctions, qui m'a les étiquettes kiff. Elle est en haut, vérif, deux points. C'est un endroit où quand on fait un jump vérif, on se rebranche à l'instruction qui suit le label, qui suit l'étiquette. Donc on revient sur le move AXA. Donc je termine la première séance avec le dernier exemple, l'exemple 4, qui fait un pour ou un for. I de 1 à 1, donc à la banane, qu'est-ce qui se fait? Faire I1. Donc à la banane, la boucle for, راح initialiser l'IA1, راح vérifier est-ce qu'il est inférieur ou égal à 1, donc l'initialisation, la comparaison, la condition, le pas de calcul ou les instructions. L'initialisation, c'est l'I reçoit 1. La comparaison, c'est est-ce que l'I est inférieur ou égal à 1, parce que dès qu'il devient supérieur à 1, c'est que nous sortons le fort. L'instruction de le fort, c'est l'I1, ou le pas de calcul qu'il faut le faire après l'I1, bien sûr, c'est I reçoit I plus 1, et on reboucle. Donc, dans l'ordre, quelle l'initialisation, quelle la condition, est-ce que l'I est inférieur ou égal à 1? Si c'est I est inférieur ou égal à 1, on exécute l'I1, on fait le pas de calcul et on reboucle. Donc, on ne boucler l'initialisation, on boucler la condition. Est-ce que l'I est toujours inférieur ou égal à 1 après avoir incrémenté l'I? Et par contre, l'I devient supérieur à 1 à un moment donné, c'est qu'il faut sortir complètement du cours. Donc, l'exemple, comment ça se traduit en assembleur? L'initialisation, c'est move I1. Je dois comparer l'I à 1, donc je peux récupérer le 1 dans un registre, les rois AX, et je compare l'I à AX. Est-ce que l'I ou le 1 sont inférieurs, sont supérieurs, sont. Ce qui nous intéresse, c'est que quand l'I est inférieur ou égal à 1, j'exécute les instructions qui suivent. Et quand l'I devient supérieur strictement, que je sors. C'est
l'assembleur, quand est-ce que je sors, quand est-ce que je me branche quand est-ce que je me branche ailleurs. Et là, le pour, je me branche ailleurs, je me branche à la fin du pour, quand le i devient supérieur strictement à n. Donc, je compare l'I à X, les n, et si c'est supérieur strictement, donc si j'ai A, je vais vers la fin du for. Pour la fin du for, c'est une étiquette que je dois déclarer tout à la fin. Je ne complètement. إذا ما خرجتش, c'est que l'I n'est pas supérieur strictement à 1, c'est qu'il est inférieur ou égal à 1. Donc à ce moment-là, je peux exécuter les instructions telles pour, les I1. Je peux faire le pas de calcul, donc je peux incrémenter le I de 1. Vérifier toujours, après avoir incrémenté le I, je peux revérifier est-ce que le I est inférieur ou égal à n ou pas. Donc, juste avant la comparaison pour revérifier le rapport entre le I ou le n. Donc, le vérif doit absolument être avant la comparaison I à X. Mais ما تقدرش تكون في الديبي كامل vérif parce que لو كنحطوها الفوق كاع يتيك c'est que quand on reboucle, quand on fait un jump vérif, نعاود نولي للديبي راح نعاود initialiser ال I à 1 ونعاود نكومباريها n ونلقاه toujours inférieur ou égal et je fais une boucle infinie. لو كان الفيريف تحطوها en premier كامل في هذا l'exemple راح تطيحوا في une boucle infinie parce que ال I à chaque fois يعاود يولي 1 ويقعد toujours inférieur ou égal à 1. Par contre, qui tape pour le vérif, le processeur, quand il reboucle, quand il fait un jump vérif, il barque à la comparaison entre le i ou le n, sachant que le i il est déjà incrémenté. Il s'incrémente, donc à un moment donné, il va devenir supérieur à n. Par contre, quand on a l'étiquette vérif, vous serez obligé effectivement vous êtes en train de remettre le i à 1 à chaque fois. Et il sera toujours inférieur ou égal à 1. Vous êtes en train de provoquer une boucle infinie sans se rendre compte. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, par rapport à vérif, on peut l'écrire, donc l'exemple taroir, on peut l'écrire entre mauve et comparaison. Ça ne change rien. L'exemple 3, voilà. L'exemple 3, on peut l'écrire entre le mauve et la comparaison. Oui. Ça marche. Il y a d'autres questions? C'est le slide. S'il n'y a pas de questions, on fera un break à 10 minutes. Il est 9h50. On fera un break à 10 minutes. On reprend à 10h pour une deuxième séance dans laquelle je vais terminer les instructions de saut. Donc, je vais vous donner une instruction qui vous permet de boucler généralement pour implémenter des boucles facilement. Les instructions de rotation et de décalage, on ferait les premiers exercices à TD juste après. D'accord? Dans 10 minutes, Inch'Allah. Alors, à 10h. D'accord. Tout à l'heure.
Bonjour, pour ne pas trop tarder. Salam alaikum. On va reprendre donc la séance en partant du principe que on connaît au moins le mécanisme des instructions de branchement conditionnelles et inconditionnelles avec lesquelles on peut déjà, quand on a des choses un peu compliquées de comparaison, if then else ou là des boucles ou là, on peut déjà les penser, les écrire comme ça en un langage haut niveau, on va commencer à les traduire au fur et à mesure. Bien que c'est un peu, bon, c'est pas une manière d'enseigner à distance, c'est, on voit pas les choses se défiler, s'écrire pour faire les choses étape par étape. Mais voilà, donc le mécanisme, c'est qu'on évalue une condition, on fait la comparaison entre les deux arguments. En assembleur, on cherche beaucoup à savoir quand est-ce qu'on fait le saut. Donc, souvent, on retombe sur la négation de la condition qui est exprimée en langage C pour sauter. Et si on ne saute pas, c'est que forcément, on y reste, donc on fait l'exécution séquentielle. Pour terminer, l'étape des boucles, d'accord, pour terminer l'étape des boucles, je vous ai mis un slide pour une instruction particulière qui s'appelle le loop. C'est une instruction de boucle, elle est un peu particulière. Allez, elle est un peu particulière. Bon, la syntaxe TH ne le fait pas parce qu'elle a la même syntaxe que les instructions de branchement conditionnelles et inconditionnelles. Donc, la syntaxe TH, c'est loop une certaine étiquette. C'est aller vers une étiquette. Mais quand est-ce qu'aller vers l'étiquette? C'est une instruction de saut conditionnelle. L'instruction loop ou shdir, le rôle TH, c'est qu'elle décrémente le registre CX. Pas n'importe quel registre. Le registre CX, elle le décrémente, qui est exécuté. Le loop éthique, elle décrémente le CX et elle compare sa valeur par rapport à 0. Si elle est différente à 0, la valeur de CX, c'est qu'elle fait le saut vers l'étiquette. Généralement, donc c'est une boucle. Elle va vers l'étiquette pour reboucler, donc pour exécuter ce qui suit après l'étiquette. Dès que le CX passe à 0, elle ne fait plus de boucle, donc automatiquement, elle exécute la suite. Donc, c'est une instruction de saut conditionnelle. La condition TH, c'est quoi? C'est la valeur TCX. Est-ce qu'elle est égale à 0? Est-ce qu'elle est différente de 0? Quand c'est différent de 0, elle reboucle, donc elle va vers l'étiquette, elle fait le jump vers l'étiquette. C'est le CX, il n'est pas différent de 0, c'est qu'il est égal à 0. Dès qu'il passe à 0, le CX, elle ne fait plus de boucle, elle ne fait plus de saut vers l'étiquette, et donc elle laisse le processeur exécuter la suite. Un exemple, move CX 10, donc j'initialise un certain CX à la valeur 10, et j'ai trois instructions. J'ai éthique de points, une déclaration de une étiquette, j'ai une instruction, j'ai un loop éthique. L'exemple, comme j'ai l'instruction loop, c'est que le processeur, quand il va exécuter, il va positionner CX à 10, il va trouver une étiquette. Donc, automatiquement, c'est rien, c'est juste un repère. Le code, c'est qu'on peut savoir que plus tard, on va éventuellement revenir à cet endroit. Il va exécuter les instructions dans un premier temps. On va dire le loop éthique. Le loop éthique, ce qu'on disait, c'est qu'il va décrémenter CX, et il va le tester. Il décrémente le CX, donc le CX passe à 9, il va le tester. Est-ce qu'il est différent de 0? Oui. Alors il va reboucler. Il va aller à éthique. Il va réexécuter les instructions pour redescendre à loop encore. Donc les instructions exécutées la première fois, elles sont exécutées la deuxième fois suite au loop. La deuxième fois est exécutée, le loop est exécuté. Le loop il va encore décrémenter CX et tester sa valeur. Donc le CX était à 9, il sera décrémenté à 8, il est toujours différent de 0. Le processeur va y aller à éthique puisque le loop éthique, ça fait 6CX différent de 0 rebouclé. Donc, éthique,
Loop éthique, ça forme une boucle d'un certain nombre d'itérations. Quel est le nombre d'itérations de la boucle? Quelqu'un pourrait me dire quel est le nombre d'itérations de cette boucle-là? 10. 10. C'est 10, voilà, la constante 10. Ou علاش? C'est parce que le CX, il a été initialisé à 10. C'est le loop éthique, c'est toujours un mécanisme d'implémentation des boucles à base de compteurs. C'est-à-dire que le nombre d'itérations فيها est connu. على بالك كيما الفور de i à 1 à n. على بالك qu'il y a une itération, je peux l'implémenter avec un loop. J'ai juste besoin d'initialiser mon CX au nombre d'itérations. Le loop, à chaque fois, elle va le décrémenter. Qui le nombre d'itérations passées, le loop, elle fait plus de boucles, donc elle laisse passer l'autre. Et à ce moment-là, je sais que mon CX, il est égal à 0. Quand le loop ne fait pas le saut, c'est que mon CX est passé à 0. Voilà. Donc, c'est une étiquette, c'est une instruction, pardon, elle est un peu plus simple que les autres instructions de branchement conditionnel, mais on ne peut pas l'utiliser dans tous les cas. Quand il s'agit de comparer l'AX ou le BX dans la condition de une boucle, on ne peut pas l'exprimer le loop. D'accord? Le loop, c'est une instruction de boucle d'un certain nombre d'itérations connues déjà. Donc, on peut l'utiliser pour traduire ça, par exemple. Le pour i de 1 à n, faire i1, كتبناه قبيله بلي jump. نقدروا نعاودوا نكتبوه بالloop. هنا dans ce pour, je sais que le nombre d'itérations تاعي il est de n. Donc je peux initialiser le nombre d'itérations à n en mettant le cx à n. Et ensuite, je fais mon code. J'initialise le i. J'écris mes instructions alpha, j'écris le pas de calcul et je fais ma boucle. D'accord? Donc j'initialise le à 1, j'initialise le nombre d'itérations à n, donc les rois le cx. Je déclare mon étiquette boucle pour reboucler et je fais i1. J'incrémente le i1, je fais loop boucle. Loop boucle, ça fait quoi? Donc, ça, le i1 compte exécuté ou le i1 incrémentant. Loop boucle, ça décrémente le cx. Il passe à n-1. C'est les différents zéros, on reboucle. Donc, il est exécuté à n ou le n-1 ou le n-2, le 1. Quand le cx il est égal à 1, tu exécutes à la boucle. Dès que le cx passe à 0, hop, la boucle ma تعاودش boucler, donc le loop il refait pas un jump à boucle et on sort et donc ça fait un contrôle sur le nombre d'itérations par le fait qu'on a positionné cx à 1. Ça fait des instructions un peu élégantes, mieux que les jumps conditionnels de tout à l'heure, sauf que comme le loop a deux inconvénients, c'est que vous ne pouvez pas faire avec des boucles où les conditions sont des conditions de comparaison, qui met le temps que A est inférieur ou égal à B, on ne pouvait pas l'exprimer un loop, parce que nous avons un nombre d'itérations déjà connu à faire. Deuxième problème, le loop, c'est qu'elle travaille avec le CX. Donc, si le CX il est déjà utilisé ailleurs, parce que vous avez stocké fait une donnée importante, vous ne pouvez pas utiliser le loop. Sinon, ça va vous changer le CX. Elle va forcément vous le décrémenter. Troisième chose, c'est les boucles imbriquées. Quand vous avez deux boucles, trois boucles imbriquées, parce que vous faites un parcours à une matrice de 2 dimensions, là, de 3 dimensions, ou là, la première boucle, oui, vous pouvez la faire avec un loop parce que vous avez un CX. La deuxième, la troisième boucle, enfin, au moins dans un premier temps, parce que comme un seul CX. D'accord? Donc, il va falloir passer par les enregistrements des valeurs. CX, ما نقدرش نديرو CL و CH. non, non. ما تقدرش parce que l'instruction تستعمل غير CX en fait. ما تقدرش تعمل. Donc voilà, si tu vas utiliser trois boucles imbriquées CX, le loop, donc tu es obligé de stocker les valeurs de CX dans un registre, tu as initialiser le CX pour autoriser la deuxième boucle à marcher le loop,
etc., etc. C'est des sauvegardes qu'il faut faire et des restaurations. Donc, on met CX dans DX, dans CX, et ainsi de suite. Et c'est des endroits où il ne faut vraiment pas oublier de stocker la valeur et la réactiver. Ça veut dire que le loop, ça marche pour une seule boucle, mais dès qu'on passe à des boucles imbriquées, ça devient difficile à gérer parce qu'il faut faire attention à la valeur CX, qu'est-ce qu'elle est pour la première boucle, qu'est-ce qu'elle est pour la deuxième, qu'est-ce qu'elle est pour la troisième, et ainsi de suite. D'accord? Monsieur, Madame. en fait, est-ce qu'on peut enlever le i يعني ما نخدموش كامل به باسكو اذا نديرو باغ اكزومبل موف سي اكس ومن بعد لا بوكل ومن بعد اي ان ومن بعد لوب بوكل دونك هنا تو سامبلومون اون فا فيريفي اسكو لو سي اكس راهو ديفيرون ولا ايغال ا زيرو ونعاودو نريكزيكوتيو لانستركسيون جونغ بلا ما نديرو بالاي. Quand tu traduis, bon, là j'ai pas fait, mais le I1 hadak, ça peut être une instruction I. Tu es d'accord avec moi? Ça peut être tab de I égale à I, par exemple. Tab de I reçoit I. C'est une initialisation vers les cases du tableau, la première case à 1, la deuxième case à 2, la troisième case à 3. C'est-à-dire, les instructions, les KNF le pour, ça peut être des instructions qui dépendent du I. Avec un exemple, les tab de I reçoit I. Tu es obligé d'incrémenter I. Ici, par exemple, les instructions ne dépendent pas de i, donc نقدروا نحوه كامل نخدمو غير بالان. Exactement. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. OK. Donc, on arrive sur la dernière catégorie, les instructions qui sont intéressantes à avoir. C'est les instructions de manipulation de bits. Monsieur. Oui. Donc, هذيك تاع لوب on peut pas l'utiliser في هذاك الكا تاع سي A égale à B. Exactement. Qui تكون عندك une condition في la boucle. Mais une condition par rapport à un nombre d'itérations. Qui est maintenant bouclé 10 fois ou bouclé 100 fois ou là, d'accord. C'est pas un truc où on parcourt un tableau, عندنا 100 cases à la banane, donc j'ai besoin de faire 100 itérations. Qui le cas, c'est plus simple de faire un loop. Mais qui la condition, elle est booléenne. Tant que trouver est égal à vrai, on fait un truc. Le trouver est égal à vrai, tu ne sais pas combien tu vas boucler. Tu vas boucler 10 fois, ou la 20 fois, ou la 50 fois. Donc, tu es obligé d'exprimer la condition par une comparaison. D'accord? Tu compares le trouver à vrai, tu fais la comparaison. Et en conséquence, tu vas utiliser une instruction de branchement conditionnel. Si c'est différent, tu sors. Si ce n'est pas différent, tu exécutes ce qu'il y a à l'intérieur du ton queue. Tu as des boucles, un jump. Il m'a donné l'exemple. Oui, c'est clair. Oui, c'est bon, c'est clair. Ok. Donc, la dernière catégorie des instructions qu'on va voir l'assembleur, c'est les instructions de décalage et de rotation. Les des instructions de manipulation de bits. Il y a un argument, d'accord, où il applique des opérations sur les bits, carrément. Alors, je prends la première catégorie, tu as les instructions, les instructions de décalage, ce qu'on appelle en anglais les shift instructions. Les instructions shift, elles se présentent sous forme de 4 instructions en assembleur, qui ont 4 instructions de shift, de décalage. Les SHL, shift to left, SAL, shift, le S c'est shift, le L c'est left, donc c'est décalage à gauche. SHR, c'est shift right, à droite. SAR, shift à droite. Alors, le H, ça revient à faire un shift. Un A, ça revient à faire un shift, un décalage arithmétique. D'accord? On a comme juste les significations, les lettres, les instructions pour se rappeler. Le S, c'est pour dire shift. Le L, c'est pour dire left, donc à gauche. Le R, c'est pour dire right, c'est pour dire à droite. Le H, ça vient du shift. En anglais, c'est HIFL. Donc, le H, c'est le shift. Ou le A, c'est pour dire un shift arithmétique. Qu'est-ce que c'est un shift arithmétique? C'est un shift signé. Je vais vous donner le détail juste après.
هاد les 4 shifts donc كاين زوج منهم left وكاين زوج منهم à right à droite ولا à gauche. La syntaxe تاعهم est-ce qu'il est bon le son pour tout le monde? Oui. Ok. Donc les instructions هادوما la syntaxe تاعهم c'est quoi? C'est que عندنا l'instruction واحدة من les 4 instructions de shift ومن بعد un opérant اللي هو ça peut être un registre comme ça peut être une variable mémoire, ça peut être sur 8 bits ou là ça peut être sur 16 bits ومن بعد un immédiat. À quoi ça sert هاد l'immédiat? L'immédiat هذاك ça sert au nombre de décalages à gauche ou là à droite à la tête d'instruction à faire. D'accord? Donc on peut faire un seul décalage, on peut faire 2 décalages, 3 décalages, autant de décalages qu'on veut. Alors, donc, les instructions, elles permettent de faire quoi? Elles prennent une donnée, ça peut être un mot ou un octet. Elles font un décalage des bits. Alors, درتوا les insertions dans les tableaux algorithmiques. Quand vous insérez une valeur à un certain indice, il faut la décaler à gauche ou à droite, puis on insère la valeur. C'est ce qui se fait exactement avec les opérations de décalage. Ça fait décaler les bits de la donnée d'un côté left ou right un certain nombre de fois. Donc on décale une fois, c'est décaler un bit. On décale 2 fois, c'est on décale 2 bits, et ainsi de suite. Dans un sens ou dans un autre, soit à gauche, soit à droite. Et alors, quand on fait le décalage à droite, d'accord, on a la donnée de B0 jusqu'à le B15. Quand on décale à droite, c'est le B0 qui sort. Le B1 ou les place le B0, le B2 ou les place le B1 et ainsi de suite. C'est ça le décalage à droite. Le décalage à gauche, c'est le B15 qui sort, si c'est une donnée de 16 bits, ou le B7 qui sort, si c'est une donnée de 8 bits. Il sort à gauche. Et dans les deux cas, que ce soit un décalage à gauche ou un décalage à droite, le bit qui déborde, donc qui sort de la donnée, il va automatiquement vers le flag CF. Un schéma vaut mieux qu'un long discours, en fait. Donc, si je prends les instructions à SHL, donc Shift Left, c'est un décalage à gauche, qui est la même que SAL, quand il y a un décalage à gauche, c'est que le bit, là, c'est un décalage sur 8 bits. Le bit qui est B7, il يروح la retenue, il يروح le CF. Le B6 يروح لل B7, le B5 يروح لل B6, le B4 يروح لل B5, le B3 يروح لل B4, le B2 لل B3, le B1 لل B2, le B0 لل B1. Et qu'est-ce qu'il va y avoir inséré à droite? Comme c'est des décalages à gauche, c'est Shift Left, il va y avoir des insertions de 0. D'accord? Donc les Shift Left, c'est des décalages à gauche. Le bit qui déborde راح يروح le CF. Le bit qui s'insère à droite, c'est un 0. Ce qui veut dire en quelque sorte, le can hakmoul à L, quelle que soit sa valeur, نديروا له SHL, donc un shift left AL 1, ça fait décaler les bits AL à gauche d'un seul bit. Donc il t'insère un 0 à droite et le bit le plus fort, يخرج يروح le CF. L'opération Shift AL1, qui revient à faire un décalage à gauche, c'est exactement l'opération de la multiplication de AL par quoi? Par quoi? Par 2. Par 2. Très bien. On a la représentation binaire de un shift, quand on lui insérer un 0 à droite, c'est une multiplication par 2. 2 bits à droite des 0, c'est par 4. C'est une multiplication par 4 et ainsi de suite. D'accord? Il devient pair et c'est uniquement ça revient au premier nombre fois 2. Ça, c'est les décalages à gauche. Les décalages à droite ont le même principe. C'est plutôt dans l'autre sens qu'il va y avoir le décalage. Et le bit qui sort va toujours dans le CF. Donc, si je prends un exemple, le shift left, un move AL est égal à cette valeur.
je fais un SHL AL1, ça fait décaler tous les bits de AL vers la gauche, puisque c'est un shift left, c'est des décalages vers la gauche. Et une insertion, tu as un 0 à droite. Voilà. Donc, qu'est-ce qui sort? Un 0, monsieur. Pourquoi? Alors, c'est des shift left. D'accord. Oui. Donc, le bit اللي راح يخرج, c'est le 1 le plus à gauche اللي راح يخرج. Oui, mais كي درنا شيفت ال 1 هو اللي يدخل ولا؟ Là. C'est le nombre. Alors, d'accord. صحيح. c'est le nombre de nombre تاع الديكالاج. Voilà, c'est le nombre de bits à nombre de راح يخرج وي. décalage à faire. D'accord. D'accord. Très bien. Donc فين نشوفوا إلى نزيدوا الزيرو ولا الآن؟ C'est toujours un 0 qui s'insère à droite. D'accord. Donc نقدروا نزيدوا 1 ولا d'accord. C'est toujours un 0 qui s'insère à droite, il y a un 1 qui sort vers la gauche. Enfin, c'est toujours le bit de poids fort pardon, qui sort de la gauche. Donc, c'est un 1 qui sort, il va automatiquement vers le flag, CF. Donc, le résultat, le shift left AL1, c'est le bit de poids fort, le CF. Donc, CF, il passe à 1. Les bits ils se décalent vers la gauche. Donc, le bit de poids fort, il 1. Le bit de poids, les câbles 1, 0, 0 et ainsi de suite. Et puis, un 0 qui s'insère à droite. Et le résultat final à 1, c'est 2, 1, 2, 0, puis 4, 0 en binaire. Voilà. Monsieur, je ne vous ai pas entendu qui قلت لنا علاش نديرو shift AL1. J'ai pas entendu la réponse. Alors, j'ai dit que le shift AL1, ça revient à faire le décalage une fois. Donc, décaler tous les bits une fois. Ah oui, d'accord. Décaler tous les bits deux fois, c'est les décaler une fois et ensuite les redécaler une fois encore. D'accord? Et à ce moment-là, لو par exemple, تحكموا n'importe quelle valeur تاع AL, تروحوا ديروا لها un SHL AL8, راح ديكاليو كامل لي بيت une fois, بعد ديكاليوهم une deuxième fois, راح ديكاليوهم une troisième fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bit de poids fort راح يخرج. ومن بعد اللي قبله يخرج ومن بعد في لا تروزيام فوا اللي قبله يخرج سدير البي 7 يخرج ومن بعد يخرج البي 6 ويخرج البي 5 ويخرج البي 4 et pendant que هاد لي بيت راهم يخرجوا parce qu'on fait des décalages donc ils sortent complètement vers le CF, qu'est-ce qui s'insère? C'est des zéros, on est d'accord? Donc SHL à L8, qu'est-ce que ça donne comme résultat à la fin? 0. l'AL sera égal à 0, très bien. Le CF, il est égal à quoi? Le dernier bit. Le dernier bit. Il y a 1 et 0. C'est-à-dire? Bit de poids faible. Le bit de poids faible, c'est le B0, voilà. Donc le CF final, après 8 décalages, ce sera le bit B0. Sachant que l'AL va être vidé complètement, ce qui est équivalent à un move BL0, un move AL0. Donc, on a le CF il est 0 parce que déjà, on a le can chiffre 3 fois ou la 3 décalage, il est 0. هذا l'exemple là il est 0. Donc, de règle générale, quand vous faites 8 décalages, il va être égal à B0 terme, le premier bit. D'accord. Le décalage à gauche, le shift, les décalages à droite, c'est exactement la même chose. C'est juste que le sens à le décalage est vers la droite. Et celui qui sort à chaque fois vers le CF, et ce qui s'insère de gauche, c'est des zéros. Donc, c'est le sens barque qui change. Par contre, le SAR, qui est un shift arithmetic right, c'est un shift signé. Donc, on fait le décalage vers la droite. Ce qui sort, il va vers le CF. Sauf que ce qu'on insère de gauche, ce ne sera pas un 0. Le SAR, علاش ما ننسيريوش un 0, c'est juste pour ne pas changer le signe. Parce que c'est une opération, comme c'est un shift arithmétique. Donc, il tient compte du signe. Mais c'est une opération qui ne met pas le bit de poids fort, le bit de signe, تخليه le même. Par contre, les autres bits sont décalés normalement et le bit qui sort, il va vers le CF. D'accord? Il y aura le bit, le signe, toujours à sa place. Ça, c'est la variante SAR. Par contre, la variante SHR, on a été inséré un 0.
Oui, Azil. دونك لو بيت اللي يروح للسي اف هو اللي يقبل لو بيت بوان فور. عاود لي برك. لو لو بيت بيت اللي يروح للسي اف هو اللي يكون قبل لو بوان فور، سي صا. نو. لا البوا اللي فابل راح هو اللي يخرج يروح هنا سي ان ديكالاج ادروات، دونك اللي راح يخرج لو بيت للبوا لو فابل. بلوز ادروات زيرو. وي البيت دو فابل هو اللي راح يخرج يروح للسي اف. Et au bout de 8 itérations باش يطيح لك لو سيني في السي اف. وي وي دونك لازم ديكلاغي كاع لي بيت تاع ان ريجستر سور 8 بيت باش طيح في لو سي اف ايغال او سيني. D'accord. Sur le nombre de décalages à faire. Parce que le signe راح يتمنتنا في la position تاعو mais il se décale. C'est-à-dire quand on fait un seul décalage déjà, le bit de poids fort راح يقعد mais il se décale encore sur le bit juste à côté. راح يكون في البي 7 وفي البي 6 en même temps. Quand vous faites un décalage encore, راح البي 7 راح يولي في البي 6 راح يولي في البي 5 et donc automatiquement البي 7 والبي 6 والبي 5 راح يكونوا de même valeur. Et ainsi de suite. Donc le décalage à droite arithmétique, il maintient le signe, il n'écrase pas par un zéro, et au bout de 8 itérations sur un registre à 8 bits, sur un mot général, enfin, sur une donnée à 8 bits, c'est le signe qui va être partout comme les bits. Quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? S'il n'y a pas de questions, un exemple regroupant tout ça. J'ai un AL qui est égal à une certaine valeur. Je fais un shift AL1, c'est un shift à right, donc c'est un décalage à droite. On va faire sortir par la droite le bit de poids faible. Donc le 1 راح يخرج le plus à droite راح يروح للCF où il y aura une insertion de gauche d'un 0. Donc le résultat c'est que l'AL est égal à ça et le CF est égal à 1. Vous prenez un autre AL qui est égal à 0, E0H, donc c'est E0H. On met généralement un 0 à gauche juste pour dire, voilà, c'est pas... Mais il faut prendre le E0 à gauche, E0H, pardon. Donc l'AL est égal à 1, 1, 0, 3, 1, 0 et 4, 0. Si vous faites un shift arithmétique right de AL, c'est que le bit de poids fort, le signe, il va y avoir les décalages. Donc, le résultat de l'opération, c'est un F0H, l'AL, et le CF, il sera égal à 0, c'est normal, parce que le bit qui déborde, c'est un 0. Voilà. Le dernier exemple, c'est pareil. Donc, c'est un SAR, c'est un maintien du bit de signe avec un décalage à droite. Le flag CF devient égal à 0. Les bits se décalent vers la droite, pardon, et le signe, il est maintenu. Ok, donc s'il n'y a pas de question par rapport au shift, c'est que les instructions de rotation, parce qu'il y en a des instructions de ce qu'on appelle de décalage et de rotation, donc les instructions de shift ou là, de décalage, vous l'avez vu, les instructions de rotation ont le même principe que les instructions de décalage, sauf qu'au lieu que le bit qui sort hadak, il est perdu, la rotation, il est réinséré. Il est réinséré de l'autre côté. C'est-à-dire, on fait un décalage dans un sens, à gauche ou à droite. Le bit qui déborde, on le réinsère la donnée, soit immédiatement, soit après l'avoir passé par le CF. Et donc, on a kif 4 instructions de rotation. Le RCL, rotation left. ROL, rotation left, kif. On va voir ce que c'est la différence entre la variante OC. RCR, c'est une rotation light, ou le ROR, c'est kif une rotation light. Alors, la différence entre le OC, c'est le ROL ou le ROR, c'est des rotations. Le O, ça vient de la rotation. Donc, left ou right, c'est à quoi vous pensez normalement. C'est une rotation directe, d'accord, avec à chaque fois ce qui déborde, il est stocké dans le CF. Le RCL ou le RCR, c'est des rotations will carry. Donc, on fait intervenir le CF. Et la rotation, elle se fait après avoir stocké la donnée CF. On va discuter les cas juste là.
Donc, je prends le côté gauche, donc le RCL ou le ROL, les deux instructions. Le ROL, c'est une rotation left. Donc, je prends l'opérand TI, je lui fais le décalage left. Le bit qui sort, je mets la retenue qui m'a exactement le shift left, le SHL. Le débordement, je mets la retenue, mais je l'insère encore à droite. Et ça me fait une rotation, en fait. Je décale vers la gauche et celui qui sort, je l'insère à la position la plus à droite. C'est une rotation left. Par contre, la rotation left with carry, là, on fait intervenir la carry flag, le CF, la retenue. Donc, on fait le décalage vers la gauche, comme c'est une rotation left. On fait le décalage vers la gauche. Le bit qui sort, on le CF, mais avant qu'on crase CF, CF va prendre le bit de poids faible. Donc, CF lié la rotation, où il sera modifié par le bit de poids fort. D'accord? Le schéma, il est explicite, il est clair. La différence binatome, c'est que soit on fait intervenir le carry flag, la rotation, soit on ne le fait pas intervenir. Mais le débordement, toujours, ce qui déborde dans une rotation gauche, le bit de poids fort, automatiquement, on fait la rotation. Donc, par exemple, il y a RCL ou le retenu qu'un 1. Donc, شيفتي كلش تنسير 1 وفي الاخر تنسير poids fort. صحيح. في الاخر تنسير 1 في الفابل. Alors, la première instruction, où راح يخرج هو راح يعاود التنسيره و il va prendre la valeur RCL. RCL, c'est la valeur, l'ancienne valeur تاع CF هي اللي تنسير à droite. Et la nouvelle valeur de CF, ce n'est rien que le bit de poids fort les quincaïnes flopérant. D'accord. Merci. Voilà, c'est des instructions. Monsieur, pour le RCL, قلت لنا بلي l'ancienne valeur تاع la retenue هي اللي sera insérée. Ça كي نديرو حنا لو décalage ولا la rotation كي نديروها pour la première fois. شحال تكون la valeur تاع la retenue؟ ما يهمنيش. أنا هاد la question, vous me l'avez posée. Et je sais que la majorité des étudiants se posent la question sur les valeurs initiales. C'est des flags, c'est de la mémoire. Elle a une certaine valeur. C'est un flag, c'est un bit. Il est soit 0, soit 1. Quelle que soit sa valeur, elle sera insérée. Mais quand on met une valeur, c'est un courant électrique qui passe à un certain voltage avec la cellule mémoire. Donc automatiquement qu'il y a une valeur, qu'elle soit 0, soit 1. L'IKN va être le registre ou le flopérant, en tout cas le bit de poids faible. D'accord? Mais est-ce que tu es sur une première instruction? Est-ce que tu n'es pas sur une première instruction, etc. C'est vrai que généralement sur un programme, quand on commence l'exécution TAO, les flags sont souvent à 0. Mais l'absolu, en fait, tu t'en fiches complètement de la valeur des flags actuelles. Ce qui est sûr, c'est que les quincaïnes, ils te et qu'il y a forcément une valeur, elle est soit à 0, soit 1. Et là, c'est quoi en général l'importance de la rotation, là, les shifts? Ça me dit qu'on a un registre, on a des la rotation, là. Genre, c'est quoi le but? Alors, c'est quoi le but? C'est que je vais vous donner un exemple. D'accord? Je donne un exemple et tu vas voir l'intérêt de la rotation au moins par rapport au shift. Parce que parfois, tu as intérêt à prendre une certaine information. نعطيك l'exemple تاع نبدا لك بلي shift ونجي نلحق لي رايت. D'accord? Je ne vais pas parler des avantages, des inconvénients de chaque classe d'instruction. Mais alors, c'est l'occasion. Je prends les décalages. عندي un registre sur 8 bits وحبيت نعرف la valeur تاع البيت B6. Quelle est sa valeur? Le bit B6, quelle est sa valeur? Est-ce que c'est 1 ou est-ce que c'est 0? Je ne peux pas vous donner tout de suite l'intérêt de ces manipulations, mais si tu veux, les circuits d'interface, les communications qui se font guéritique en entrée-sortie sont sur cette base. Entre deux équipements, quand ils communiquent, ils mettent des informations sur des bits bien particuliers. Donc, ils mettent une information, un registre, un bit B6,
يهمك تعرفي اسكو هذيك لا ماشين ديستونت elle est allumée, elle est éteinte, elle est كدا d'accord هذيك ça c'est une information ça peut être sur un bit. Donc je te prends un exemple très simple. عندك un registre AL عندك l'information اللي في البي 6 تهمك في le bit B6 ماشي le bit B7 d'accord le bit B6 اللي قبله. Oui. حبيتي تعرفي est-ce que c'est 1 ou est-ce que c'est 0. Comment tu vas faire? هنا لازم ندير ان ديكالاج à gauche. صحيح. تقدري ديري دي décalage à gauche كيما تقدري ديري دي décalage à droite sauf que le nombre de décalage n'est pas le même. صح ولا لا؟ Oui. Si tu vas faire un décalage à gauche, tu vas faire combien de décalage? Un seul. Voilà. 2 fois. Un B6, tu vas le décaler une fois à gauche, il va passer à B7. Ou même Oui, خرج donc لك 2 شمال fois. Oui, 2 fois. Une deuxième fois, تخرجه, il va passer à la retenue. Donc, voilà, le shift right. Bon, j'avais donné les exemples avec shift right, le shift left. Voilà. Le B6 décalé 2 fois, il تحلك la retenue. Mais la valeur initiale du registre تاعك. Donc, عندك bon, je termine برك le raisonnement. Le bit اللي كنتي تحوسي عليه راهو في CF. Donc après, tu peux écrire si c'est f égale à 0, c'est 0. Si c'est f égale à 1, c'est 1. Et on sait le faire, ça. C'est avec GC et GNC. Les instructions de branchement conditionnel sur le flag CF. GC, c'est sauter vers une étiquette si CF égale à 1. Ou GNC, c'est sauter vers une étiquette quand le CF est égal à 0. Donc, on a deux étiquettes. Qui me branche la première étiquette, la deuxième étiquette, elle est est-ce que le CF est 1 ou le CF est 0? Ça, c'est bien. Donc, je peux déjà déterminer la valeur de le bit B6. On a le cas à gauche, on a deux décalages. Le cas à droite, le cas de SHR. Il faut combien de décalages? 7 à peu près. Je crois pas. En tout cas, le bit B0 باش نخرجوه لازمنا un décalage, le B6 لازمنا 7 décalages. On peut compter sur les indices. Donc il y a toujours un plus 1. Voilà, donc le B6 لازم لك 6 décalages, 7 B6 لازم لك 7 décalages pardon à droite باش تقدري تخرجيه. Donc بالأساشر تخرجيه للCF كيف tu testes un GC ou un GNC vers deux étiquettes différentes, tu تعرفي quelle est ta valeur le bit B6. Mais ce qui s'insère en faisant les opérations, c'est des zéros. Donc, on est en train de perdre l'information اللي كانت كاينه في الريجستر اللي كان من قبل. لو كانوا يهموني البي 6 والبي 3 ندير ان ديكالاج منه ومن نهرد les valeurs تاعي. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ça. Et si j'ai besoin de garder l'information exacte, intacte كيما كانت من قبل, je ne peux pas faire les décalages parce que ça me fait perdre des informations. Donc, je décale B6 à gauche 2 fois, le B7 rah. D'accord? Pour remettre les choses dans l'ordre, ça va être difficile. Du coup, la rotation, elle est plus intéressante que le décalage dans ce sens. C'est que je peux décaler mes bits et faire sortir le bit que je veux vers le CF. Et je peux encore refaire des décalages après, enfin des rotations après, de telle sorte à reprendre la valeur initiale. D'accord? Oui. Comme l'instruction RCL en face de vous, les slides, le partage. D'accord? RCL, c'est l'instruction sur la droite. Comme le schéma تاعها. L'opérande تاعي هو AL. L'opérande هو AL. Et je vais le décaler pour donc le roter en fait pour que je puisse revérifier la valeur le B6 ou le B5, je change, B5. J'ai besoin de savoir quelle est la valeur le B5 et j'ai besoin de remettre la valeur AL qui m'a Quelles sont les instructions que je dois faire pour que je puisse récupérer le B5, la retenue, ou même de l'opérant qui m'a Je fais quoi? RCL AL quoi?
RCL AL 1, c'est faire une rotation, tu as un seul donc décalage, tu as un seul bit vers la gauche, ou le bit qui يخرج la retenue, ou la retenue elle s'insère. واش راح ديروا؟ نخليكم لا كيسيون ريفليكسيون. نديرو RC 2 fois left ومن بعد 2 fois right. لا صحيت. كي ديري RCL AL 2 تما راح ديري une rotation un décalage de 2 بالRCL